Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est le podcast dans lequel nous revenons sur quelques lectures récentes dont on avait envie de discuter. Et quand je dis on, c'est parce que je ne serai évidemment pas tout seul, puisque la discussion se fera avec l'ami Corentin ici présent. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Tu vas rester assis au bord du lit pendant tout le podcast ou... Ne dévoile pas les coulisses d'enregistrement de ce podcast. Viens sous la couette. S'il te plaît. Non, arrête. Lâche mon zizi. Arrête, ça suffit. Je tiens pas ton zizi. Ah, c'est juste ton micro qui est très content de me voir. Auditrice. Je ne tiens pas le zizi. Et voilà, ça fait même pas une minute de podcast que déjà on est en dessous de la ceinture. C'est l'ambiance. Enfin, voilà. J'ai rien fait du tout. C'est pour ça que les gens écoutent ce podcast, évidemment. Il faudra que, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah, rien du tout. Voilà. J'ai envie de dire, est-ce que je vais couper ça au montage? Mais non, on assume, ça fait partie un peu aussi des... Si vous voulez des photos du zizi dédicacé d'Arnaud, allez sur Tipeee. Oui, c'est ça, voilà, il y a une nouvelle contrepartie qui a été ouverte, mais justement, on en profite pour remercier comme toujours les personnes qui nous soutiennent sur la plateforme et qui nous permettent de faire vivre le podcast sur le long terme. Donc merci à toutes celles et ceux qui contribuent, surtout que voilà, il y a quand même eu pas mal de donateurs ces derniers jours. Alors ça date d'habitude, on le fait dans le front page, mais puisqu'il y a un back issue, pourquoi ne pas remercier et en profiter. Voilà, d'Argencourt, Olivier Folzer, Radio Comics. Merci à vous de nous avoir soutenus et merci aux 142 personnes qui font partie actuellement voilà de nos fidèles contributeurs voilà de la First Print Army. Et ma foi, on peut commencer tout de suite à parler effectivement de comics là en ce début d'année, parce qu'il y a eu pas mal de sorties plus ou moins récentes. Alors il y aura un titre qui est sorti un petit peu il y a 2 mois par rapport à l'heure où on enregistre ce podcast, mais on avait quand même envie de revenir dessus. Je crois que c'est un back issues VF 100% indépendant, complètement même d'ailleurs, mais voilà, avec que des titres pour le coup qu'on vous recommande. Donc nos excuses aux banquiers, aux comptes en banque, voilà, aux économies aux actionnaires, aux dilapidés. On sait que c'est dur, mais Emmanuel. Mais sinon, faites du forcing auprès de votre bibliothèque si vous en avez une pour qu'ils aillent commander les bouquins en question. Ça peut être aussi un bon palliatif. Oui. Ou sinon, prenez-vous 1 heure pour aller lire à la Fnac. Et puis faites des pots de départ. Ça vous faites offrir tout par vos collègues et après vous trouvez un meilleur taf que celui que vous avez actuellement. Oui, c'est vrai. Tiens, tu devrais faire ça, Corentin. Oui. Allez, on va commencer tout de suite avec un monument de la bande dessinée. Ça s'appelle Den. Ça a été publié pour la première fois en 1975 chez Métal Hurlant par Richard. Non. 76, non? Plutôt. Ah non 75. Non 75? sur les planches il y a marqué 75. D'accord. J'ai pas relu la nouvelle édition, donc je te fais confiance pour parce que tu vois justement la taille historique. Tu vois la signature de Richard Corben sur le bouquin. Et donc c'est une réédition de cette première œuvre fondatrice de l'œuvre de Richard Corben qui nous parvient aux éditions Delirium. Alors on a reçu Laurent Lerner pour en parler un petit peu de Richard Corben il y a pas si longtemps. Donc vous avez su que c'est un travail voilà de longue haleine de cet éditeur qui veut vraiment remettre en fait sous les projecteurs le travail de cet immense artiste qu'est Corben donc. Et Den a été complètement restauré sur la mise en couleur par le bon José Villarrubia qu'on avait d'ailleurs aussi reçu dans la première année du podcast et que l'on salue pour le travail effectué. Den, de quoi ça parle, Corentin? C'est de la fantasy avec un gros zizi justement. C'était un peu très grosse bite. Effectivement, c'est un peu l'ancêtre du Shirtless Bear Fighter de ce point de vue. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas de mosaïque. Voilà, c'est ça. Je disais que la vanne d'introduction de ce podcast est un peu du foreshadowing sur ce premier album. Elle a été faite pour ça même. Tout à fait. Un mélange, enfin des références forcément au travail de Robert E. Howard, à Conan le Barbare, aussi à Lovecraft, parce qu'il y a des monstruosités, il y a des monstres, c'est foisonnant, et en plus de gros il y a aussi des gros nichons. Voilà, donc comme ça, tout le monde en a pour son compte. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un bon résumé? Sauf les gens qui n'aiment ni les gros zizi ni les gros nichons. Est-ce que je résume bien le truc? Est-ce que le pitch est vendeur comme ça ou pas? Oui, enfin c'est quelque part pas du tout une mauvaise façon d'appréhender le travail de Corben de dire qu'il y a des gros nichons, effectivement. C'est une de ses obsessions artistiques. C'est une réalité, hein. C'est pas, c'est pas genre nous qui voyons le mal partout, mais il y a vraiment dans la plupart des BD de Corben une paire de seins avantageuse, on va dire. Ceci étant, l'intérêt de la BD ne réside pas forcément que dans cette esthétique des corps, même si elle fait partie de la démonstration, on va dire. Alors, pour rappel, du coup, Corben, alors ça a été édité chez Métal Hurlant, c'est vrai, mais c'est plutôt le pendant américain qu'incarne justement son style à lui, c'est-à-dire que il y a beaucoup de référents à la fantasy américaine, à l'imaginaire et au fantastique américain. Dans Noctio, il y a aussi beaucoup de références à John Carter of Mars, qui porte un nom d'ailleurs, ce cycle littéraire que je n'ai pas réussi à retrouver tout de suite.
c'est l'histoire de un jeune geek qui, à travers une sorte d'incantation nécronomique morticienne, se retrouve dans un monde de fantasy, effectivement, qui est peuplé de créatures étranges. Et il apparaît dans ce monde comme une sorte de monsieur propre, très musclé, très imberbe, très chauve et très bien membré. Et sans comprendre exactement ce qu'il fait là, il réalise petit à petit, ça s'agglomère au fil du récit, qu'il est le héros, ou une sorte de figure fondatrice, autour desquels différents éléments vont graviter. Voilà, donc c'est totalement dépouillé en termes d'intrigue. De la même façon que John Carter arrive sur Mars et en fait va accomplir une sorte de voyage prophétique qui fait que ça va devenir une sorte de nouveau messie, de libérateur de la planète martienne. Là, on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire le trope du fish out of the water, on va dire. Sauf que Den est fait pour être un héros. C'est-à-dire qu'il a des réflexes de héros. Et il va graviter comme ça, d'aventure en aventure, des aventures très courtes d'ailleurs, avec ses réflexes de héros et, comme beaucoup de héros corbéniens, là encore, une grande naïveté, une grande bêtise, c'est-à-dire que c'est en fait une sorte d'enfant dans un corps d'adulte très musclé et avec des pulsions d'adolescent. Donc on va voyager comme ça avec lui sur une topographie qui est une sorte de patchwork de plein de trucs, effectivement. Alors l'hommage à Howard est probablement le plus évident parce qu'on a des grosses créatures monstrueuses, des sorcières maléfiques et très sexuées. On a un héros qui, voilà, pareil, n'est pas très bavard ou n'a pas grand chose d'intéressant à raconter de toute manière et s'en sort toujours gagnant, s'en sort toujours vainqueur parce qu'il est le héros de l'histoire. On va me répondre que c'est pas du tout ça pour Conan le Barbare, que évidemment ça c'est plus la version de John Milius, etc. Mais vous voyez à peu près l'idée, c'est la lecture un peu power fantasy, et c'est en fait Den est un power fantasy. Hein. Ah oui, c'est carrément l'imagerie, du geek un peu outcast dans le vrai monde qui s'imagine être vraiment le héros de sa propre destinée. Absolument, et c'est même, ça court plus loin que ça en fait, puisque pour Corben, Den c'est vraiment son avatar le plus logique et le plus assumé. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Corben, Den est un mec qui aime bien les femmes à forte poitrine et qui va justement se retrouver dans un monde qui lui ressemble, qui convoque son imaginaire, donc ses obsessions personnelles, narratives et littéraires et artistiques, où il va faire ce qu'il aurait aimé faire s'il avait été lui-même un héros de fantasy. Et on retrouvera cette figure beaucoup plus tard avec d'autres œuvres. La plus évidente étant Murky World, notamment, on a une sorte de vieux Den, comme on a un vieux Corben qui dessinait à ce moment-là. Donc c'est vraiment une œuvre fondatrice, en fait, comme il existe parfois, du coup là je lance dans une phrase, mais je vais avoir du mal à vous trouver un exemple. Il existe parfois des espèces de personnages, Bukowski par exemple. Bukowski, il a inventé le personnage de Hank Chanesky, qui est en fait son homologue dans sa littérature. Et parfois il le met en scène dans des trucs qui sont très biographiques, qui sont en fait des passages de la vie de Bukowski, et parfois il le met en scène dans des passages qui sont juste complètement inventés. Et Den, c'est un peu la même chose. C'est un auteur qui part en fait en quête dans son imaginaire. C'est un voyage sous LSD dans le cerveau d'un fan de fiction, d'un fan qui a du coup lu tous ses romans de fantasy, tous ses romans de science-fiction, et qui a envie d'explorer le monde de ses créateurs préférés, sachant que ce monde-là va se métisser avec ses propres goûts personnels. Ce qu'il faut dire évidemment, c'est que c'est une approche graphique qui est très particulière. Et c'est pour ça probablement que Corben a fini par tomber en désuétude du point de vue du lectorat moderne, c'est que ce qui était révolutionnaire à l'époque des années 70-80 passe un peu moins bien dans le présent contemporain. On a vu beaucoup de commentaires modernes justement qui expliquent que le trait de Corben, il a quelque chose de repoussant. Ça demande en fait un petit peu comme quand on aborde la musique classique, on va dire, ou même plutôt autre exemple, le rock un peu sous acide ou le acid jazz même, voilà, on va dire. Ça demande quand même un travail de l'oreille pour comprendre pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas juste du bruit, voilà. De la même façon, le coup de crayon de Corben, au départ, il désarçonne. Quand on a été élevé par Jim Lee, quand on a été élevé par un comics plus classique en aplat, désolé, j'ai encore une fois un peu malade, pour changer. Là, on est sur une mise en couleur qui est très photoréaliste, sur des structures de corps qui sont à l'inverse très caricaturales. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui ont des grosses gueules, bien boursouflés, bien moches, avec justement des muscles très saillants, très peints, des créatures qui font extrêmement monstre de Ray Harryhausen, on va dire, ou fais-moi peur. Ah, comment s'appelle ce truc voilà, la grande saga de romans d'horreur que je n'arrive pas à retrouver. Chair de poule. Voilà, les illustrations de Chair de poule. Où parfois vous avez des créatures qui sont en fait très génériques, mais qui sont très incarnées. Et là, c'est pareil, on a des guerriers crocodiles, on a des lézards géants, on a des squelettes, plein d'hommages, pareil, au cinéma d'horreur des années 50 et d'aventure des années 50. On a donc effectivement cette place qui est laissée au sexe,
puisque voilà, il y a même des trucs qui sont assez rigolo. Enfin oui, rigolo ou gratos, ce que tu veux, mais tout ça en fait est très assumé. C'est pas un. Enfin, on peut le voir. Et c'est vrai que la plupart des gens qui ont fait cette critique à Corben reconnaissent le génie de l'artiste, reconnaissent cette propension vers l'imaginaire, cette propension vers l'abandon total de la réalité pour aller uniquement dans les sphères de l'invention. Et en même temps, tout le monde dit, en fait, voilà, si Corben pouvait ne pas penser avec sa bite, ce serait un créateur exceptionnel. Et d'autres répondent, non, c'est parce qu'il pense avec sa bite et que justement, il ne fait aucune concession à son imaginaire que c'est un créateur exceptionnel. Et on peut le voir un peu comme ça. On peut voir, par exemple, Den comme une épopée érotique. On peut voir Den comme, en fait, l'une des rares sagas de fantasy qui assume à ce point-là sa part d'érotisme. Et de ce point, à ce sens-là, c'est pas du tout idiot. C'est vrai que les adaptations de Conan le Barbare, par exemple, qui ont été faites, sont pas aussi explicites, oui, évidemment, sont pas aussi rentre dedans de ce point de vue-là. Bah lui, il a voulu mettre un peu de ça, et c'est vrai que il a paru aussi à une époque où les mœurs étaient plus libérées. Je veux dire, les 70s, voilà, c'était aussi l'époque de Liberator. Disons qu'elle se libérait à ce moment-là, quoi. C'est ça, voilà. Lisez, un jour, on parlera de Rank Xerox dans ces podcasts, si ça vous intéresse, mais voilà, c'est pas du tout un mec qui sortait du lot, on va dire. Enfin, si, en un sens, mais à l'époque, c'était beaucoup plus commun et plus convenu. Dans Metal Hurlant, il y a beaucoup de sexe, même dans l'histoire qui a inspiré Blade Runner, dont on va pas me revenir là, de Moebius, il y a aussi une part qui est laissée au sexe et tout. Donc, quelque part, ça a vieilli, mais quelque part, on voit à quel point c'était révolutionnaire et unique. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui te frappe dès que tu rentres dans Den, c'est justement le caractère très unique de ce que tu lis. Il y a rien qui ressemble à Den, en fait. Il y a rien qui ressemble à ce Corben-là. Il a pu faire du comics plus classique avec Mike Mignola, par exemple. Les Hellboy de Corben et Mignola ressemblent à du Hellboy par Mignola, en fait. Il y a une patte graphique, il y a un rapport particulier aux structures, au regard, aux morphologies, au découpage. Mais c'est pas ce Corben. C'est pas ce Corben ultra débridé, ultra maximal, ultra coloré. Et c'est vrai que le travail de Villarrubia est assez exceptionnel de ce point de vue-là. C'est formidable d'avoir ces planches restaurées. Encore une fois, c'est une exclusivité française. Et on peut saluer le travail de Lerner et de Delirium, donc de Lerner, pour justement essayer de restituer un géant avec tout ce qu'on peut mettre comme effort dans la fabrication d'un bouquin. C'est un super album, hein, d'ailleurs, de moment. Mais sachant que toi t'as vu en plus la version classique du bouquin, et c'est vrai qu'il a aussi fait une campagne en fin d'année dernière pour faire une version. Alors il y avait une version, je crois, collector avec dos toilé qui est très jolie, qui a aussi des galeries de bonus supplémentaires, mais je crois qu'il a fait en plus une édition façon tirage de tête où là c'est les planches, alors pour le coup en noir et blanc par contre, mais façon artiste édition, qui a l'air absolument aussi oufissime, quoi. Mais ouais, qui valait son pesant aussi également. Alors ceci dit, je parle, mais faut bien comprendre que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas aimer. Déjà pour le dessin. Oui, je pense que le dessin c'est le premier truc repoussoir techniquement, en fait. C'est vraiment t'accroches ou t'accroches pas. Mais je sais que même moi, mes premiers contacts avec Corben, c'était pas évident non plus, tu vois. Il fallait apprivoiser, et même Dan, hein, sur le tard, c'est pas le truc le plus évident à lire, et tu te faut facile peut-être une bonne vingtaine de pages pour dire ensuite ok, je rentre dedans, tu vois. Après il faut le voir comme une expérience graphique aussi. C'est une expérience au sens pas où toi tu fais l'expérience de le truc, mais une expérience sur la colorisation, sur les formats. Enfin il y a un sens pareil du découpage sur les regards et les silences quand Den observe au loin un de ces lézards géants qui passe et qui est chevauché par un cavalier guerrier, enfin mort, tu vois. Je veux dire je veux dire un cavalier qui surgit de la nuit, oui. C'est le Niagara Fedro. Et on a justement ces cases de reaction shot sur Den qui est interdit face à une beauté qui le fascine et quelque chose qui lui fait peur. C'est vraiment une expérience graphique comme on en a peu. En fait, il y a encore une fois pas 40 000 mecs qui ont essayé de faire du Corben. Il a influencé des gens, hein, évidemment, mais pas à ce point-là. Donc il faut savoir dans quoi vous vous engagez. Ça peut ne pas être votre style, mais c'est vraiment une BD qui est sans concession, sans compromis, et qui quelque part même ne fait aucun compromis aux structures classiques et de dessin et de scénario. C'est-à-dire que le scénario lui-même, il y a pas d'arc, le héros n'apprend rien pendant son voyage. Le héros vagabonde comme un rêve éveillé. Moi, j'avais dans ma critique écrite, j'avais écrit ça. C'est comme en fait un rêve dans en fait le cerveau de Richard Corben. Il vous invite à rêver dans son imaginaire à lui. Mais t'as quand même une structure un petit peu, mais justement de fantasy ligne droite sur le héros qui doit sauver la belle. Bah oui, mais c'est épisodique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment genre tu vois le héros qui doit sauver la belle. Normalement, au cours de son voyage, il obtient un artefact ou il rencontre un mage qui va lui expliquer un petit peu comment marche le monde,
ou alors lui-même va comprendre qu'en fait il s'en trouve en son courage, ou c'est en appelant ses ancêtres qu'il va faire un truc. Là non, là Den juste c'est le héros et on sait qu'il va gagner à la fin parce que c'est le héros. Et même sa victoire en fait est tronquée parce qu'en fait il est rappelé dans cette victoire, enfin en tout cas la première victoire on va dire, que c'est juste un mec comme les autres on va dire, et que en fait il perd d'une manière assez castratrice d'ailleurs, et que tout ça, tous ces beaux rêves d'amour et de prince charmant n'existent pas dans ce monde-là qui est trop maximal, qui est trop débridé. Donc voilà, Arnaud, tu veux en parler peut-être? Bah juste aussi que c'est quelque chose qui m'a vraiment plu aussi sur la façon dont les imaginaires sont mélangés. On a noté Howard avant, mais il y avait aussi, je notais dans l'introduction du Lovecraft, et vraiment d'avoir en fait ces différents types de créatures, différents types de folklore, on va dire, issus de la littérature, qui se répondent et surtout forment une sorte de tout cohérent. Et en fait c'est à la fois plaisant parce que voir Richard Corben qui dessine des gros monstres cosmiques, ça fait rudement plaisir à l'œil, une fois en tout cas que tu t'es laissé séduire par le style graphique. Et en plus, c'est à la fois sérieux, puis il y a quand même une forme d'humour un peu, je dirais potache. pas noir pour le coup, mais c'est ça un petit peu, c'est un peu ironique en fait de voir comment ça s'intègre, et ce qui fait que t'as cette forme de décalage qui est super plaisant. Mais toutes les BD de Corben ont ce truc-là. Il y a aussi pareil souvent une grande cruauté dans ce qu'il fait. Donc là, effectivement, la référence à Lovecraft passe par un grand ancien qui s'appelle Ulutk, plutôt même, donc qui est le reflet des romans de Cthulhu. Et je te dis, c'est un patchwork de tout ce que lui il apprécie, mais c'est un mec qui s'est jamais pris au sérieux. Il s'est jamais dit je vais faire, enfin, si quand il a adapté Bloodstar, il s'est jamais dit je vais faire du Howard comme Howard l'aurait fait. Il s'est jamais dit je vais faire du Lovecraft comme Lovecraft l'aurait fait. C'est comme Sam Raimi en fait. De ce côté, j'ai lu ces machins-là, je les adore, mais moi j'ai une personnalité qui fait que je ne peux pas en fait m'impliquer dans un truc qui fait très premier degré. J'ai besoin d'y mettre mes codes un peu débiles. D'ailleurs, ce aurait été intéressant de voir Sam Raimi adapter du Corben ou de travailler avec lui. Mais il y a vraiment cette espèce de rencontre entre un gamin qui rend hommage à ses idoles en n'oubliant pas que c'est un gamin. Sauf que le gamin, du coup, il a de l'or au bout des doigts et qui te fait une bande dessinée qui vient s'asseoir à côté de Moebius et de Dionnet et de Druyet, pardon. Sans rougir. À rappeler aussi d'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais absolument placer, vous avez peut-être vu un épisode de South Park où les gamins, les adultes, inhalent de la pisse de chat en colère et ont des visions pareil un peu sous acide d'un monde cosmique où en fait Kenny, notamment le personnage de Kenny qui meurt à chaque épisode, va être transporté sur une planète où il tombe amoureux d'une nana qui a une très forte poitrine et qui chevauche un ptérodactyle qui est un hommage à Arzac. Et en fait, en arrivant, justement, en fait, c'est un monde où tout le monde est obsédé par les seins, et Kenny veut épouser la princesse à grosse poitrine. Ce passage-là de South Park est un hommage au film Métal Hurlant, puisque Den a été adapté dans le film d'animation Métal Hurlant en 4 parties. C'est Neverwhere, non? C'est Neverwhere. Neverwhere, c'est le premier court-métrage, et en fait, c'est le nom de l'univers de Den. C'est le nom, c'est son pays d'ose à lui, quoi. Et donc voilà, il y a une résonance pop culturelle de Den qu'on sous-estime. C'est pour ça que moi j'étais assez étonné quand Lerner nous dit qu'aucun éditeur ne se positionne dessus et que c'est vraiment un mec qui tout met dans l'oubli. Alors que c'est pas compliqué de trouver des moments cultes dans la saga de Den. Et de la même façon que cette fantaisie justement ultra sexualisée des années 70, elle a ensuite infusé d'autres adaptations postérieures d'autres grands récits. Et que toute la mode des gallipettes dans les années 90, ça vient pas de nulle part aussi. C'est cette période-là de la BD où on a commencé à mettre de l'érotisme dans la grande fiction élevée que ça a après été repris par des mecs qui voulaient plutôt faire du soft porn de leur côté, quoi. Un peu comme Frank Tante sur Red Sonja, par exemple. Quand il a fait Red Sonja, après il avait fait d'autres BD qui étaient des Red Sonja-like, mais avec des gallipettes. Avec plus d'érotisme. En tout cas, c'est disponible aux éditions Delirium. Depuis là en ce moment, de toute façon c'est disponible pour le prix de 25 €. Très bel album qu'on vous recommande, comme on l'a dit, comme l'ensemble de la sélection. Donc ça va être difficile de tout prendre, mais en fonction de vos affinités. Voilà, on est clairement on va faire une première partie très fantasy, vraiment, on va dire très imaginaire, très et particulièrement débridé, et d'un côté beaucoup plus terre à terre, on va dire tranche de vie, BD du réel comme on dit, sauf que pas forcément non plus, puisque l'imaginaire s'y invitera aussi également. Tu veux pas qu'on alterne du coup les deux entre non, comme ça. D'accord, genre, non ok, hein. Non, mais surtout je propose non, écoute, okay, restons dans la pure fantasy avec Chroma de Lorenzo De Felici, sorti en fin d'année dernière chez Delcourt.
course. C'est un projet qui a mis longtemps à venir puisque Lorenzo en fait l'avait d'abord imaginé comme une BD à destination du marché européen / franco-belge, sans trouver d'éditeur encore à ce moment-là. Entre-temps, il a été contacté par Robert Kirkman pour faire Oblivion Song, et pendant toutes ces années à dessiner cette série, en fait, il a appris de Robert sur la narration, sur notamment la narration à l'américaine avec ce format sériel et toutes les techniques que tu apprends en faisant du single issues, en faisant du chapitrage de 20 pages, ce qui a fait que Chroma a été complètement transformé dans ses à la fois dans son histoire, et surtout dans sa narration. Un projet donc qui a ensuite été édité chez Image Comics et qui nous vient chez Delcourt dans un très bel album aussi qui bien épais. C'est leur format un petit peu de luxe, un petit peu agrandi. Corentin, oui, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet album? Déjà, je peux vous dire que pour moi, il est pas tout à fait au même niveau que les autres titres de cette sélection. C'est peut-être moins un coup de cœur que les autres. C'est moins un coup de cœur, mais il est bien quand même. Ouais, mais il est compliqué d'évoquer sans spoiler. En général, les BD, il faut aller dans le fond du fond aussi, tu vois. Ouais. Donc bon, pour résumer ça de manière mais on peut synthétique. dire, ouais, je peux te faire le pitch sans spoiler. Tu fais le pitch? Je peux faire le pitch sans spoiler. Vas-y, fais le pitch sans spoiler. On est dans un monde où l'humanité s'est reclus dans une forteresse, dans une grande recluse d'ailleurs dans une grande ville, puisque une sorte de divinité des couleurs en fait est arrivée pour mettre l'humanité à mal et envoyer des monstres géants qui dévorent et surtout qui en fait dont le seul point faible c'est de ne pas reconnaître le noir et blanc. Donc en fait ce qu'ils ont trouvé comme astuce c'est de se peinturlurer en fait eux-mêmes en noir et blanc, de s'habiller en noir et blanc, vraiment de bannir en fait toutes les couleurs de leur ville aussi qui s'appelle désormais la ville pâle, et pour ne pas oublier, pour faire un peu ce qui leur est arrivé, pour faire un peu ce devoir de mémoire chaque année, l'ordre qui maintient vraiment cette ville en place, qui est vraiment un ordre religieux, autoritaire, ce que vous voulez, à installer un rituel qui consiste à placer un œuf tout noir dans la ville. Il y a une forme de créature qui en sort, et là tous les villageois la course et la tabassent avant de l'enfermer dans un donjon. Donc voilà, c'est vraiment une façon pour eux de se rappeler qu'il faut craindre l'extérieur, notamment l'extérieur qui est tout en couleur. Donc il y a le jeune Z qui est vraiment formé par cet ordre pour devenir l'un des prochains prêtres. Maccavi. Oui, c'est le nom du grand prêtre, ouais. le Maccavi. Et les disciples, s'appellent les Maccas. Merci. Donc pour devenir le prochain Maccavi, et sauf que il se rend compte lors de ce rituel qu'en fait sous les apparats de créatures, en fait il y a une jeune fille tout simplement, donc il décide d'aller la voir, de la rencontrer, et ce faisant va vouloir la libérer, et donc ils vont être tous les deux entraînés dans une grande aventure où on va comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qu'il s'est passé surtout à l'extérieur, pourquoi l'humanité vit ainsi, et vraiment quelle est l'importance en fait de la couleur dans le destin de l'humanité, et ce que vont devenir donc Z et cette jeune fille qui s'appelle Chroma, et donc qui donne son nom à l'album. Tu vois, là c'est du pitch sans spoiler. Oui, tout à fait. C'est très très dur effectivement de parler de tout l'album sans spoiler, puisque pour parler de ce qui cloche à mon sens. C'est 4 numéros étendus en version originale. Donc ça fait 100 pages, mais disons qu'il y a un élément narratif qui arrive en cliffhanger sur la fin du premier numéro, et qui justement, à l'inverse de beaucoup de comics américains en fait, est assumé sur le second, mais de façon très radicale, un élément qui est hyper radical d'un point de vue narratif. Donc c'est vrai que c'est difficile de peut-être de tout aborder sans spoiler ce passage-là, qui à mon avis donne de l'impact vraiment à la lecture. La rythmique en fait est vachement soutenue par ces effets de violence, on va dire, qui interviennent à chaque fin de numéro. D'ailleurs, si vous le lisez en version originale, De Felicis s'amuse de ces espèces de recours au cliffhanger qui servent à faire progresser l'intrigue de manière surprenante, effectivement. Au niveau du graphisme, alors le contraste entre le noir et blanc, qui est pas un noir et blanc radical, puisque c'est la vie de gris, ouais, plutôt. C'est les nuances de gris, ouais. C'est pas genre, on parlera tout à l'heure d'un autre bouquin qui est plutôt sur un noir et blanc classique avec des effets d'ancrage. Là, on est quand même sur un noir et blanc suggéré. C'est-à-dire que c'est espèce de touches d'aquarelle en noir et blanc, enfin en gris. On dirait plutôt de la gouache, tu vois. De la gouache, ouais. Et qui vont s'opposer à quelque chose de plus tropical, on va dire, avec des couleurs vertes, rouges, bleues, extrêmement un peu comme du feuillage de plantes tropicales, enfin de plantes insulaires et tout, ou alors des feuillages de magnifiques oiseaux, enfin des ramages d'oiseaux, un peu voilà, des perroquets. Enfin, imaginez ce genre de couleurs si vous voyez des
perroquets un peu des îles, comme Arnaud sur sa photo de profil. Mais techniquement, si vous regardez la couverture de l'album, vous voyez directement en fait de quoi on parle. Voilà, en fait. la palette chromatique qui a été choisie. Ouais, le contraste se voit directement sur la couverture. Alors, le monde lui-même, en fait, il fait moins fantasy et plus science-fiction quelque part, parce que c'est le stéréotype classique du monde d'après un déluge, une catastrophe, qui a été administré par des mauvais êtres humains qui veulent en fait garder le pouvoir et qui tiennent la population sous le joug d'un mensonge. Ce qu'on a déjà vu dans les tonnes d'œuvres comme Snowpiercer par exemple, on nous explique qu'on ne peut pas aller dehors il y a le gel, il faut vivre dans le train, et si tu sors du train, bah tu meurs, et en fait on se sert de ça pour maintenir bien la population sous contrôle et tout. Ce truc-là en fait il est très évident, et il va pas forcément beaucoup dévier de sa course. Ce qui va dévier en fait c'est la trajectoire des protagonistes, qui vont s'engager dans un truc qui va confronter différentes idées. C'est-à-dire, par exemple, il faut pas avoir peur de la nature. La nature, en fait, elle existe parce qu'elle existe, et c'est pas une menace, c'est pas un truc qui peut te renverser si jamais tu sais comment communiquer avec, comment t'adapter. Et on peut même voir là-dedans une sorte d'allégorie du réchauffement climatique ou de la transition des sociétés naturelles vers un truc plus harmonieux avec la nature. Le voyage de ces personnages-là, il va aussi s'accompagner d'un propos sur la bestialité humaine, sur comment en fait l'humain justement quand il perd ses repères et quand il perd ce lien avec le monde naturel, bah, ça devient un loup pour l'homme, et un loup assez énervé, assez vorace, et en même temps comment justement il est très compliqué de sortir de ce monde pour s'adapter quand on n'a pas en fait été fait pour ça. Et aussi sur la foi aveugle et sur les croyances et sur en fait pourquoi il faut pas croire toutes les légendes à la con et avoir peur en fait comme nos ancêtres quand le soleil se levait à la mauvaise heure, on croyait que Dieu était énervé, etc. Donc il y a pas mal de choses, c'est assez dense pour finalement assez peu de pages. Mais à mon sens, il y a un truc qui est problématique, c'est que par exemple il y a un personnage qui a un discours scientifique qui est il faut pas avoir peur justement, il faut juste aller dehors, étudier, et en étudiant, on va réussir à résoudre un problème. Et c'est en fait un truc qui est plutôt bienvenu. Si tu prends comme justement ce côté réchauffement climatique, tu peux te dire faut pas juste se mettre à prier pour que Dieu nous sauve du réchauffement climatique ou des marées noires, etc. Il faut en fait aller sur le terrain, comprendre comment ça fonctionne, et après une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut affronter le problème de manière raisonnée, trouver une solution. Et le personnage qui formule ce jugement-là, il se trouve qu'en fait ça se trouve être un immonde fumier extrêmement problématique et dangereux, parce que tu vois, moi j'ai un problème avec ça. De la même façon que toute cette espèce de résolution qui va être trouvée à la ville elle-même, la ville sans couleur, et comment en fait est-ce qu'on peut changer les choses, c'est d'une grande radicalité. Pour le coup là, il y a pas à dire. Ça fait Snowpiercer quelque part justement, enfin le film de Bong Joon-ho en l'occurrence, ça fait Snowpiercer de ce point de vue-là. Mais en même temps, j'ai du mal moi à adhérer à des protagonistes qui prennent des décisions aussi radicales avec si peu de place au développement. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait ça sent, pour moi le dernier numéro il sent un petit peu le côté, est-ce que j'étais vraiment fait pour faire cette série sur du long format? Est-ce que après il a repensé le projet évidemment, peut-être qu'il a changé la fin. De la même façon que le dernier numéro, il est un peu plus chancelant au niveau du dessin. Tu vas avoir si tu veux prendre l'album, je peux te montrer des exemples. Tu vas avoir des personnages qui vont être dessinés de manière un peu moins détaillée, des effets qui vont être un peu plus forcés, ce qui fait que j'aurais été intéressé de le voir en fait justement dans son format original tel quel. En fait voilà, il me reste ça aurait été encore plus court si c'était pour du marché européen. Bah peut-être qu'en fait il y a des épisodes qui sont en rajout et qui n'ont pas lieu d'être, tu vois. Ah, je t'avoue que je l'ai pas du tout perçu comme ça. Bah vas-y, mais de mon côté non, mais parce que j'adhère justement sur la radicalité des situations et même du personnage, et moi ça m'a fait vachement du bien en fait d'avoir justement à partir de l'ouverture du chapitre 2 d'avoir, parce que effectivement comment on appelle ça, l'exposition, tu t'attends effectivement enfin tu vois des choses que tu as déjà connues, surtout si tu as beaucoup lu justement de science-fiction, donc tu penses savoir où est-ce que tu vas aller. Pas du tout en fait. Je trouve que vraiment à partir du chapitre 2 en fait, il te prend un revers et il va t'amener justement dans des directions où à chaque fois que tu rencontres un personnage où tu penses être en face de tel archétype, en fait il va quand même te le dévier, alors avec des changements qui peuvent te heurter, mais au moins ça permet de dévier. Même Chroma, l'héroïne, dans ses décisions va quand même aussi faire des choses auxquelles tu t'attends pas forcément, avec laquelle d'ailleurs tu serais pas forcément d'accord non plus, parce que quand tu penses vraiment aux conséquences parfois de ces actes, tu dis mais attends, il y a effectivement sur mon plan moral, il y a des choses peut-être qui sont pas bien, et moi c'est ce qui me plaît aussi en fait, d'avoir quelque chose où
t'as beau, où on n'est pas en train de culpabiliser aussi celle qui, la personne qui pense bien faire pour une bonne cause, et on n'essaie pas de dire non mais regarde, elle a quand même fait des choses qui sont pas bien, ou en fait Lorenzo De Felici, bah il assume son propos jusqu'au bout, et de dire non mais en fait il y avait peut-être pas non plus d'autres solutions, et je trouve que cette radicalité elle fait du bien, à la fois juste pour le principe, mais aussi parce que même en tant que juste qu'en termes d'histoire pure, en fait, bah tu seras surpris jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on demande en fait en général aux histoires de science-fiction. Justement, notamment quand on commence en plus par prendre des chemins un peu balisés, bah, ce qui est bien, c'est justement de sortir de ces chemins. Bah, je suis d'accord avec toi. Après, moi, le problème, c'est que je la culpabilise, en fait. C'est-à-dire que, non, bah, si, parce que si tu veux, c'est une chose de vouloir renverser le système en dégageant les connards qui sont au sommet. C'est autre chose de raser, enfin, voilà. Ouais. C'est autre chose, en fait, de punir ceux qui sont juste victimes d'une manipulation de masse, tu vois. Il y a plein de gens qui juste, enfin, tu vois, la radicalité, pour moi, si tu veux, là, elle sert pas à un propos qui est autre que, bon, bah, c'est foutu, viens, on crame tout, et puis on laisse la jeune génération reprendre les rênes, et puis on verra bien ce qu'elle fait, tu vois, se trouve à pas survivre, on sait pas. Mais c'est aussi le cas, encore une fois, dans Snowpiercer, hein. C'est vrai que t'as exactement cette même approche du, bon, bah, foutu pour foutu, peut-être que l'humanité était une erreur, et qu'en fait, il faut repartir sur une feuille blanche. Ce qui, moi, me paraît pas, dans cette histoire-là, avoir été assez développé. On ne voit pas assez, en fait, justement, les membres de la ville. On ne voit pas assez ce qu'ils ont, eux, de négatif. On voit précisément le Maccavi, qui est donc une ordure finie, là, on est tous d'accord là-dessus. Et lui, il mérite très bien ce qui va lui arriver. Mais il manque peut-être pareil, il manque une espèce de rapport plus spirituel, parce qu'on t'explique que ce monde-là, il a une origine mystique, même quelque part divine. Et en fait, c'est présent, parce qu'il y a clairement quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel. Mais il y a aussi une façon de dire peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non. Et donc tu sais pas trop quoi en faire de tout ça, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai vu un conte très intéressant, avec une approche graphique et un essai artistique très intéressant, mais qui à mon sens aurait peut-être mérité 6 numéros, ou alors à l'inverse, moins de numéros, pour en fait en faire un truc qui soit plus philosophique et moins précis dans ses thèmes, pour être justement plus universel et moins voilà. Mais tu y vois pas une forme d'allégorie sur justement, notamment sur la conclusion de Chroma en tant que juste que force de la nature, parce que dans la façon dont elle dit vraiment à ses pairs qui lui reprochent en fait ce qu'elle a fait, quand elle leur dit mais vous attendiez à quoi en fait. Pour moi, et quand elle dit mais est-ce qu'on peut te faire confiance, justement, vous êtes pas obligé, c'est le principe du voir en fait, parce que même si c'est un personnage qui a une apparence humaine, si tu replaces ça en disant c'est une force de la nature et que ce qui arrive en fait peut être assimilé à une forme de catastrophe naturelle, alors d'un autre côté ça prend un sens aussi, parce que elle est pas contente non plus en fait de ce qu'elle fait, tu vois, elle est obligée de l'assumer, mais elle en est pas ravie de ces notamment des dommages collatéraux dont on parle. Et je pense que justement ce côté-là métaphorique, bah ça tient avec ce que tu disais quand tu parles d'un conte. Mais c'est pour ça que moi j'ai pas du tout du mal à ne pas la culpabiliser, parce que on te présente pas quelqu'un qui a fait ça par plaisir non plus. Et je pense que si tu extrais un petit peu ça, oui. Qu'est-ce que tu vois, ces deux planches-là, je trouve par exemple qu'elles sont un peu moins bien grattées que les autres, tu vois. Ou là, bon, c'est deux planches sur. Non, mais le dernier numéro, il y a une petite flemme globale, je trouve. Parce qu'il a dû se contenir pour l'espèce de pinacle final. Mais je te dis, j'entends ce que tu dis, mais à mon sens, c'est pareil. Enfin, quand Z, justement, trouve Chroma et lui dit non, tu n'es pas faite pour détruire, etc. Bah, en fait, comment est-ce que tu retombes sur tes pattes quand t'as commencé par ce truc-là, tu vois? C'est le backlash de la nature, quoi. Tu la provoques, et puis elle se retourne contre toi aussi, tu vois. Enfin, tu peux le voir comme, oui, mais tout le monde ne l'a pas provoqué. Bah non, mais bien sûr, oui, mais c'est l'humanité en tant que telle. Je dirais bien sûr que, enfin, c'est pas une catastrophe naturelle, quoi. Elles sont entraînées par réchauffement climatique, il y a des inondations et des trucs, et oui, bien sûr que ceux qui payent, bah c'est pas les patrons des compagnies pétrolières ou je ne sais quel autre. C'est peut-être trop incarné dans un truc humain, alors, parce que du coup, moi, il y a un truc qui me gêne quand même. Mais après, dans l'ensemble, voilà, ça reste, comme tu dis, une lecture très agréable. Moi, je la conseillerais pas forcément au même niveau que les autres de cette sélection. Parce que De Felici, je pense que c'est peut-être plutôt un dessinateur, et que c'est toujours, enfin en tout cas il a fait le dessinateur pendant pas mal d'années, et c'est toujours un peu compliqué de bifurquer. Qu'est-ce qu'il y a, Arnaud? Bah non, mais moi je trouve que justement avec ce projet il confirme qu'il sait écrire aussi. Eh écoutez, lisez Chroma et vous verrez dans quelle on n'est pas d'accord. Dans quelle configuration vous trouvez. Voilà, en tout cas, c'est disponible chez Delcourt pour 22,95 €. Disponible en librairie. On vous rappelle qu'on met des liens dans la description de ce podcast pour prendre chez Comics Zone
nos compères de la VF pour le coup et qui sont à Lyon. Donc si vous voulez les soutenir et nous soutenir en même temps, vous pouvez le faire sur ces Back Issues. On continue. Là, par contre, on sera peut-être sûrement tous les deux d'accord avec Shaolin Cowboy, le 4e tome. L'inédit, enfin, le complètement inédit. Une poignée de bof. Shaolin Cowboy, voilà, pour une poignée de bof, le 4e tome, sorti chez Futuropolis, comme toutes les rééditions précédentes des travaux de Geoff. C'est toujours le Shaolin Cowboy qui se balade dans le désert. Et il y a des monstres, puis il y a d'autres monstres, puis il y a des salauds, puis il y a de l'action, puis il y a de la bagarre, puis c'est absurde, puis il y a encore plus de monstres et ça ne s'arrête jamais parce qu'il n'y a même pas de découpage chapitré, c'est une longue scène en avant qui bénéficie comme toujours d'un travail complètement hallucinant de Geoff dans le découpage, dans le détail du dessin, dans la mise en scène, c'est spectaculaire, c'est généreux, c'est incroyable. Moi c'est juste immanquable quoi, voilà, tu l'as dit dans ta critique écrite sur Comics Blog, le retour du patron, c'est Darrow, c'est le patron. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je te laisse développer un petit peu. Là, en l'occurrence, il y a peut-être plus de choses à dire que sur d'autres tomes précédents du Cowboy. Il y a plus de texte, ouais. Il y a plus de texte et là, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, c'est chapitré puisqu'il y a deux scènes d'action. Alors qu'en général, il y a une scène d'action. Rappelez-vous, le Shaolin Cowboy, quand ça commence, c'est ce héros dans le désert qui parle à son âne. Un peu à la Coda d'ailleurs, et qui après va croiser un adversaire surréaliste et ça va se terminer comme ça. C'est le crabe. Ouais. Après il y a un monstre géant, etc. Puis il y a les zombies. Et depuis des années en fait, quand vous pouvez retrouver la super interview de Cartoonist Kayfabe si vous parlez anglais, qui avait fait un format de 1h40 ou 2h avec Darrow. Ou je ne sais plus, à un moment donné, il lui posait la question est-ce qu'il y a du sens dans ce que vous faites ou est-ce que c'est juste du défouloir? Et il disait non, il y a du sens. C'est juste que il apparaît pas évident au premier coup d'œil et peut-être même pour lui parce que c'est un mec qui n'écrit pas de script. Quand il part en dessin, il sait pas où ça va l'emmener. Voilà, il dit souvent en fait les idées me viennent en dessinant. Au départ, il dessine le Shaolin Cowboy qui se promène dans le désert et après l'idée lui vient. Là, je pense que Darrow il a été très marqué par la présidence de Trump. Ce qui se voyait déjà un peu dans les tomes précédents, mais là, c'est quand même assez manifeste. Parce que c'est l'album le plus politique que Darrow a fait depuis toujours. En fait, c'est une charge politique frontale contre l'État moderne des États-Unis. Des États-Unis et de l'Occident en général, parce que ce sont des États-Unis qui, comme Darrow ne peut pas s'en empêcher, vont aussi vachement ressembler à Tokyo. Mais une version américaine de Tokyo, c'est-à-dire que vous avez les petites rues, vous avez les câbles électriques dans le ciel, vous avez les petits commerces et compagnie partout. Et en même temps, vous avez en surimpression des grands buildings avec des devantures, avec des effigies de Trump partout. Il y a tout le monde dans cette ville. Tout le monde a des t-shirts MAGA. Voilà. Ils sont tous d'extrême droite. Il n'y a pas pour le coup, là, ça, c'est radical, mais sans compromis. C'est-à-dire que, tout le monde s'en fout de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que le propos de Darrow, en fait, si on voulait trouver un propos, ce serait c'est foutu. Les gens sont tous racistes, les gens sont tous stupides, les gens sont tous des zombies en fait, c'est obsédés par leur téléphone et par Pornhub. Ce qui fait très boomer quand même un peu, non? Ça fait très boomer ou ça fait très réaliste selon le point de vue auquel tu te places en fait, moi il y a des trucs qui font boomer. Par exemple, tu sais quand il y a l'oiseau qui vient et on t'explique qu'il a 4000 followers sur Instagram et qu'en fait on te montre les dessins qu'il fait, c'est de la merde. Et ça, c'est Darrow qui te dit les vrais artistes, ils sont pas sur Instagram. Alors ça, il y a un truc très boomer, ouais. Voilà, ça, il y a un truc qui m'a un peu gêné, mais quelque part, voilà, c'est encore une fois un mec qui s'en fout, qui demande pas d'excuses, enfin qui ne fait pas d'excuses, qui assume très bien que c'est son univers à lui. On parlait de l'imaginaire pour Dan, c'est exactement le cas là aussi. Et c'est pareil pour l'hommage. C'est-à-dire que mais tu sais, il a 68 ans, donc sortir ce genre de BD, c'est-à-dire c'était il y a 1 an ou 2 qu'il a dû les faire. Mais il passe très longtemps sur ses planches. Mais t'imagines sortir ça à 66 ans du coup. Oui, bien sûr. Mais c'est marrant pour un élève de Moebius justement qui a toujours adulé Moebius et qui en fait s'est un peu mis dans sa continuité à un moment donné. C'est que Moebius, plus il a avancé dans sa carrière, plus il a été vers une sorte de simplicité. Si vous regardez, c'est là d'ailleurs c'est ce que disait Dionnet, c'est qu'il a trouvé son Moebius quand il a trouvé en fait l'efficacité du crayon sans le détail par rapport à Blueberry où c'était beaucoup plus chargé et tout. Là, c'est l'inverse, c'est que plus il avance, plus il en met partout en fait. Et quand c'est la scène d'attaque des mouettes. Ouais. Et tu bloques dessus, tu dis mais comment tu dessines ça tout autant que t'as le Shaolin Cowboy à un moment, voilà, parce qu'il se fera attaquer par toutes sortes de trucs, ça commence par un lézard géant. Il y a des mouettes forcément à un moment donné, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de mouettes sur les pages, il les dessine toutes dans des positions différentes et sur des
sur une séquence qui dure aussi une 12aine de pages et tout, et tu dis mais c'est pas possible de faire ça. Comment enfin tu sais quand tu sais que dessiner c'est dur quand même et tout ça, et tu dis mais il se pose en fait des soit un challenge, il aime se faire du mal, mais je pense qu'il se fait du bien. Enfin, il se fait plaisir, mais c'est tellement impressionnant. Après, il faut l'écouter parler, hein, Geoff Darrow aussi. Je pense que c'est un mec qui a un complexe de l'imposteur, qui me paraît très évident. Même s'il peut être orgueilleux par moment, tu vois, quand il te parle de Juan Roserip, il va être très orgueilleux et dire c'est de la merde. Il m'a tout volé ce bâtard. Alors qu'il s'est peut-être juste inspiré parce qu'il kiffait trop. Oui, mais lui, ça l'énerve. Je me souviens, c'est quand il avait parlé de Robocop 2, qui avait été basé sur le script de Miller. On lui a proposé, il était pas dispo, du coup ils avaient pris Juan Roserip pour faire du Geoff Darrow-like, et ça l'avait vraiment énervé. Il avait dit bah ouais, mais le gars il fait comme moi quoi, et il le fait en moins bien, donc voilà. Mais généralement en fait, si vous l'écoutez parler, il va te dire non mais ce que je fais c'est pas exceptionnel, c'est juste que voilà, je prends beaucoup plus de temps que les artistes normaux, c'est pour ça que c'est un peu plus détaillé. Mais les vrais géants c'est Otomo, les vrais géants c'est Moebius, les vrais géants c'est probablement Hideaki Anno, enfin tu vois, c'est tous les mecs que lui que lui il adule et qu'il admire. Et cette BD là justement comme Den, ce n'est en fait qu'un hommage rendu, enfin au départ en tout cas, le Shaolin Cowboy. Et là justement c'est même très explicite dans la façon dont il le prend. Le Shaolin Cowboy ce serait Satoshi ou Bruce Lee si vous voulez, on prend un référent plus moderne, ou même Jackie Chan qui rencontre Clint Eastwood. C'est-à-dire que c'est voilà le Clint Mifune comme il dit par rapport à Toshiro Mifune, je crois. C'est le cinéma de Kurosawa qui rencontre celui de Sergio Leone. C'est-à-dire que si en fait le cowboy plutôt que d'avoir des flingues, il avait une super connaissance du kung-fu, mais du kung-fu surréaliste, du kung-fu façon Golden Harvest, du kung-fu qui voilà le kung-fu, le wire fu, le mec qui peut te faire des bonds de 28 km, quand il te met un kick dans une pièce qui tombe non, décidément, une pièce qui tombe, il peut pile viser l'œil du méchant, ça va lui crever l'œil et tout. Et en même temps, bah ça reste quand même un enfant de la génération pareil, 70s, et je suis vraiment désolé pour ma voix horrible. Et il a en fait ce côté ultra punk et ultra décomplexé qui s'amuse à arracher les bras des méchants, à mettre partout des connards en fait pour lesquels tu peux pas ressentir la moindre empathie. Et c'est très précisément pour ça, je pense que c'est un mec qui ne peut que s'épanouir artistiquement parlant évidemment dans un présent qui est aussi négatif. C'est que lui, il lui faut de la chair à canon à découper. Et si on regarde justement le volume des zombies, il est très vain. Il est très vide de sens, c'est juste un flex artistique. Alors que là, il y a vraiment, enfin, il y a probablement plus que ça, il y a sûrement un propos sur les zombies, etc., j'en sais rien. Parce qu'il y a une allégorie politique aussi dans le zombie. Mais là, c'est vraiment, on va aller tabasser les magas. On va aller leur expliquer la vie. C'est des connards. Ils respectent pas l'environnement, ils salissent la ville, c'est dégueulasse. C'est un futur où même les chats, ils fument, ou les dragons du Komodo, ils fument. Il y a un accord entre les dragons parce que tu sais, pas pareil, probablement une allégorie, tu vois. Plutôt que de contourner le problème de la nature, on a dit bah maintenant on va inviter tous les prédateurs à venir en ville et on va faire un accord avec eux parce que c'est comme ça qu'on va gagner l'élection municipale. Tu dis mais ça n'a aucun sens. Et en fait dans son univers à lui, si ça a un sens parce qu'en fait les dragons du Komodo ils sont doués d'intelligence. Et donc quand à un moment donné bah il y a une punition qui est imposée aux proches du cowboy parce que le cowboy attire la mort partout où il va, on t'explique que voilà en fait ce monde-là il est cruel, ce monde-là il est injuste et il y a que en fait le cowboy qui peut à sa façon restaurer un peu de justice et de balance, comme l'homme sans nom de Sergio Leone. Le cowboy de Clint Eastwood dans la trilogie de l'homme sans nom, c'est un mec qui va dans des villes qui sont en fait aux mains de grosses merdes. Tu vois, c'est les Rollos et les Baxter, tu vois, qui dans leur guerre de gang massacrent des innocents. Et lui, en fait, il arrive, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il veut, mais il a cette espèce de soif de justice bestiale et violente, et il va en fait rendre la justice comme ça. Et ce qu'il lui rajoute, c'est un côté beaucoup plus bouddhiste, beaucoup plus apaisé, puisque comme lui, en fait, son héros n'est pas un mec vindicatif. C'est un mec qui juste, même n'a pas de personnalité, n'a pas d'identité, tu vois, on sait pas qui c'est, le cowboy. On sait que c'est le Bouddha. Et c'est probablement ce qui est le plus proche du Bouddha, en fait, dans ce monde-là. C'est-à-dire que c'est un gars qui veut juste voyager et découvrir l'illumination. Et en chemin, en fait, il se confronte à toute l'absurdité du monde. Et probablement que pareil, pour Darrow, qui est un mec qui vit à la marge de la société, je veux dire, quand il s'est isolé dans son village breton au bord de la mer, il t'explique qu'il y a une boulangerie, un bureau de poste et c'est tout. Et lui, en fait, sa journée, c'est dessiner, passer du temps avec ses chats, avec sa femme aussi, et mater des BD et des films, tu vois. Et il a pas du tout envie d'être dans le monde. Parce que le monde, je pense que c'est une donnée un peu écœurante pour lui, quelque part. Et donc, tout ça pour dire que dans cet album-là, effectivement, il se livre un peu plus. On a un commentaire du Dragon du Komodo qui va, en fait, ironiser sur la création du cowboy lui-même, où il décode déjà ce que c'est. Il dit, tu vois, c'est Clint Mifune, c'est Toshiro Eastwood et compagnie. En fait, tout ça, justement, c'est fait pour te dire, mais je sais très bien que mon personnage, il est emprunté
Je sais très bien que c'est un peu débile. Quand plus tard, il te dit, on a croisé 40 000 adversaires, tous plus cons les uns que les autres. Et il te fait, t'as pas dû passer des mois avec lui. Non, j'ai passé 3 jours avec lui. Ouais. Et t'es en mode, oui, en fait, voilà, c'est pareil. Ça, il commente le fait que sa série, c'est juste une série, enfin, une infatigable fuite en avant où le cow-boy, il va jamais accomplir un but. Il va juste rencontrer des adversaires et le but, c'est juste de se battre, quoi. Et de la même manière que voilà, là, le cow-boy, il est quelque part réduit à son impuissance de ne pas avoir réussi à empêcher un truc grave qui se produit. Et que sa quête de l'élimination, elle a aussi un côté un peu douloureux, quoi. Donc tout ça c'est vraiment bien foutu. Il y a toujours ce second degré, encore une fois un mec qui refuse de se prendre au sérieux, même si là je pense qu'il met quand même plus de sérieux, et qui va affronter donc une secte de magas qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont homophobes, qui sont eux aussi obsédés par leur téléphone, très orgueilleux, fans des confédérés, fans du Ku Klux Klan, avec un vilain qui est une allégorie de Trump extrêmement rentre dedans. Il a ces mains là que Trump fait constamment, l'espèce de signe qui veut dire OK en anglais, et que Trump effectivement utilise souvent parce qu'il a une gestuelle, Trump. Et que là en fait le personnage, pour appuyer la caricature, ne va jamais arrêter de faire ça. Il est toujours avec les doigts comme ça, dans des positions avec une gueule qui sont là pour en fait faire les singeries de Donald Trump en BD. Et le but c'est de poter le cul en fait de ces gens qui ont pris le pouvoir aux États-Unis, dans une violence qui est défouloir, qui est jubilatoire, et qui est, encore une fois, une hallucination totale sous LSD. C'est-à-dire que, par exemple, là, le mec, il se transforme en crustacé géant, parce qu'il y a toujours des crustacés dans toutes les BD de Darrow. C'est une obsession qu'il a, on sait pas pourquoi. On a un vilain qui va se matérialiser sous la forme de couilles. C'est-à-dire que on a une sorte de bébé Hitler en grenouillère. C'est bizarre ce qu'on vous raconte là. Et en fait, sa grenouillère, elle a une sorte de gros casque. Et en fait, ce casque, c'est les couilles de sa version transformée en forme finale. Et plus tard, en fait, pareil, on comprend que pour battre le vilain, il faut lui arracher la bite. Donc, il y a vraiment, voilà, ce côté ultra gamin, ultra jubilatoire, qui est porté aussi par beaucoup plus de dialogue que d'habitude. En fait, et c'est, d'ailleurs, on comprend, je pense, pourquoi Geoff Darrow fait généralement des BD sans dialogue. Parce que, à mon avis, il sait pas faire. Il y a un manque d'humanité, il y a un manque de contact dans ces dialogues. C'est que de la vanne raciste. C'est un défilé de jeux de mots racistes, mais qui, au bout d'un moment, deviennent lourds, tu vois. T'as envie de lui dire, mais ta gueule. Et voilà, je pense que c'est pareil, c'est une sorte de parodie de Tarantino où le gars il se dit, ah ouais, je vais mettre des dialogues partout, c'est cool, et puis comme ça on verra bien que mon vilain il est absurde et que je me prends pas au sérieux, etc. Mais à un moment donné, t'as envie de dire, gros, j'ai compris l'idée, ça va, fous-moi la paix. Pareil, il y a aussi des paix, il y a plein de conneries, et comme tu l'as dit, c'est aussi évidemment une régalade visuelle, dans le sens où en fait tu peux t'arrêter sur chaque case et observer les détails. Comme si justement c'était une sorte de télescope à travers le cerveau de Geoff Darrow, et en fait la façon dont lui il voit le monde. Et ben, quand il voit le monde, il voit des nazis partout, obsédés par leur téléphone, qui regardent même plus autour d'eux, qui trouvent ça tout à fait normal qu'il y ait un mec qui se balade avec une svastika sur l'épaule et un casque de SS, et que la ville soit pourrie. C'est juste là, je m'arrête sur une case et tu vois en fait, t'as une voiture sur lequel sur le capot t'as un lapin et t'as les mecs à l'intérieur. Bah t'en as un, il a accroché au rétroviseur un petit collier avec une croix gammée, et le mec à côté de lui il y a un stickers du drapeau confédéré, et c'est vraiment ça dans tous les sens. Dès que tu regardes dans les détails de plein de choses, en fait tu vas regarde là, par exemple, tu vois, il y a un parc public où il est interdit de prendre du crack. Ouais. Tu vois, et en fait c'est pareil, il y a pas mal de références à la crise des opiacés sur les devantures, où tu vois une sorte de opium shop, un peu comme il y a des coffee shops pour la bœuf, tu vois. Il y a aussi une insigne Jésus marijuana, tu vois. Il y a beaucoup de Christ d'ailleurs dedans. Et toute cette topographie justement urbaine qui était dans Hardboiled en fait, et qui était dans Big Guy, on l'avait perdu un peu parce que le cowboy c'est vraiment toujours le désert. Et là on retrouve cette espèce de coup de poing dans la ville, dans la civilisation, et en disant mais en fait c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que dans Hardboiled t'avais cette scène où la bagnole, je crois, elle traverse à un moment donné un supermarché, et tout le monde a de très gros légumes. Et de la vie même de Frank Miller, ça c'est une création de Geoff Darrow. Il a pas écrit une scène où les gens allaient au marché prendre des gros légumes. Et à l'époque, tu te rappelles que c'était un peu la crise des OGM, tu vois. Et ben là, quelque part, c'est pareil. C'est comme il est en ville dans un présent où il y a tellement de choses à dire, mais il en fout partout. Et il y a des tonnes de références à les vrais trucs, mais qui vont être agglomérés dans une sorte de mixeur ultra, ultra bizarre. Et en plus, toi, tu vas regarder les personnages qui se battent au départ, tu vas pas regarder ce qui se passe à l'arrière-plan, mais en fait, il se passe même des trucs plus intéressants à l'arrière-plan parfois. Pareil, au niveau du découpage, il y a une science du mouvement, du déplacement dans l'espace qui est proprement exceptionnelle. Le jeu des échelles aussi, qui est toujours très, très travaillé, avec des perspectives qui sont folles.
Et voilà, graphiquement après, et puis ces fameux contours gras qui ont fait la force du style Darrow, qui ont été repris par les tonnes de mecs ensuite, dont Steve Scross, notamment. Ouais. Voilà, c'est le format originel des Steve Scross, des Nick Pitara, de tous ces mecs comment il s'appelle le mec qui a fait Agent of World 2? Ouais, le russe du coup, mais je vais pas trouver son nom. Mais oui. Et voilà, c'est cette version en fait alpha du graphiste punk starbé qui veut passer sa vie en fait dans un seul et même format d'histoire. Et en vérité, encore une fois, on parlait d'Avatar pour Richard Corben et Den. Là, c'est du même tonneau. Enfin, je pense que très clairement, le cowboy maintenant, et c'est de plus en plus assumé, c'est Geoff Darrow, quoi. Ouais. Qu'il le veuille ou non, c'est le regard que lui il pose sur le monde et ce qu'il aurait envie de faire ou de dire sur ses contemporains. Sauf comme c'est pas un mec ultra bavard, il va le faire avec des albums de plus en plus épais d'ailleurs, et de plus en plus violents, et de plus en plus débiles, et de plus en plus verbeux, parce qu'il a de plus en plus de choses à dire. Ouais. Et le russe en question, c'est Filia Bratukin. Voilà. D'ailleurs, Agent of World, toujours inédit en France, et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est aussi plutôt très sympathique, et c'est toujours cool d'avoir les héritiers spirituels dans le dessin de Geoff Darrow à découvrir en France. Mais donc. Et juste, tu disais, c'est le tome 4, mais vous pouvez rentrer par là, comme par n'importe quel tome du Shaolin Cowboy. Oui, techniquement. D'ailleurs, il n'y a pas marqué de tomaison sur les dos ou sur la couverture de ces albums chez Futuropolis. C'est juste que c'est chronologiquement le quatrième récit, mais oui, chacun peut être abordé. Moi, j'aurais limite envie de vous conseiller d'éviter le tome 2 pour commencer, parce que c'est celui où il fait que charcler du zombie. Alors certes, c'est très beau, certes, c'est une torgnole et compagnie, mais pour le coup, il est très léger en termes de texte. Donc peut-être à la limite commencer par Hardboiled et après passer au Shaolin Cowboy directement par le 1 ou par le 3 ou le 4. Ouais, sachant qu'il y a quand même des références à certains personnages des précédentes mini-séries dans ce quatrième tome. C'est l'intrigue, elle tient sur un post-it plié en 29, quoi. C'est Shaolin Cowboy, tu nazi, quoi. C'est ou crabe géant. Voilà, ou crabe géant. Très bien. En tout cas, c'est disponible chez Futuropolis. C'est chaudement recommandé. Ça coûte 28 € dans un très grand format. Donc voilà, c'est histoire de bien profiter des planches de l'album. Autre très grand format qui nous est arrivé en ce début d'année, donc c'est Au dedans, donc de Will MacPhail ou MacPhail, je sais pas comment ça se prononce. MacPhail, je pense. MacPhail, mais c'est pas parce que c'est pas du fail. Tu as raison, c'est un Irlandais, là. Je sais pas. De toute façon, on ira le voir à Angoulême, donc on verra bien. Mais ce que je veux dire, donc Au dedans, c'est la traduction donc de In, un roman graphique de 260 et quelques pages qui nous parle donc de ce jeune homme Nick qui est un petit peu introverti, qui est illustrateur et qui recherche un petit peu le contact avec les autres, qui sont un petit peu déconnectés, un petit peu à part, et qui donc va au gré de ses rencontres essayer de renouer le contact avec ses contemporains. C'est fait donc il m'a fait que ça à la base c'est un dessinateur de presse surtout, donc ça se verra un petit peu dans l'approche du style très épuré, donc là aussi qui est, tu disais, plus en noir et blanc, vraiment complet plutôt que dans les lavis de gris de chroma. De la peinture en couleur. Avec voilà quand même des touches de peinture en couleur pour des moments scénaristiques bien précis. On enchaîne les scénettes plus ou moins absurdes, c'est assez doux amer mais plutôt rigolo. Et puis arrive un moment fatidique dans l'album où d'un coup on part sur une toute autre histoire. En tout cas, on embrasse sur une toute autre histoire qui reste en lien dans la thématique avec ce qui est abordé au début, mais qui fait que le ressenti au début de la lecture sera pas forcément le même à la fin. Corentin, est-ce que c'est une grande BD Au dedans? Voilà. Sans se racler la gorge dans le micro. J'essaie justement de le faire pour pas imposer ça aux auditeurs ensuite. C'est une grande BD, absolument. J'avoue que j'étais un peu circonspect par le choix de 404 de ramener ce projet-là, parce que je ne le connaissais pas. Effectivement, quand un cartooniste, enfin un satiriste de presse, je sais pas comment on dit en français, un cartooniste, un dessinateur de presse. Moi j'aime bien le mot cartooniste. Se met à faire du roman graphique comme ça, c'est souvent une expérience particulière, parce que c'est pas des gens qui sont habitués à la séquentialité ou à la narration en flux sur de très longs albums. Et le résultat, ma foi, est vraiment excellent. C'est une lecture qui est assez exceptionnelle et assez rare à mon sens pour être signalée. C'est pas du tout du même tonneau que l'indé qu'on vous conseille habituellement, mais il y a une âme dans cet album, il y a un souffle, il y a une énergie, une authenticité qui passe par cet effet d'épuration en fait. C'est-à-dire que les personnages sont généralement dessinés de manière assez réaliste, avec des proportions réalistes, et tout passe par les regards.
il y a un talent en fait. Littéralement même enfin c'est même le regard, l'échange du regard est même une clé de la narration. Et c'est tout le talent en fait de McPhail, c'est que tout passe par l'expression des regards. Et avec 3 fois rien, en fait, il arrive à faire comprendre exactement ce que pensent ces personnages et ce qu'ils traversent et ce qui peut y avoir justement de beau et de sain à l'ouverture, au dialogue, au contact et à cette réalité en fait qu'on vit tous quotidiennement, quoi. C'est-à-dire surtout chez nous autres lecteurs de BD, il y a beaucoup de grands introvertis qui ont du mal justement à dépasser à laisser entrevoir leur intériorité. Et ça, du coup, c'est là qu'apparaissent les pages en peinture, c'est que Nick, au début, va avoir du mal à connecter avec les autres. Mais il va faire cet effort à l'aune d'une rencontre qui va lui faire du bien. Il va se dire, je vais essayer, moi aussi, de connecter. Et en connectant, en fait, il réalise que c'est facile, que c'est beau, et que c'est récompensant. Jusqu'au moment où, effectivement, il découvre qu'une autre intériorité, enfin, c'est ce que ça a aussi dans la vraie vie, tu vois, c'est quand tu demandes à quelqu'un est-ce que ça va, d'ailleurs, on en parlera pareil un peu après, tu demandes à quelqu'un est-ce que ça va et qui te répond quelque chose de profond, c'est bien, t'as l'impression d'avoir créé un truc qui est rare, qui n'arrive pas tous les jours, mais en même temps, parfois, tu vas répondre à une question de quelqu'un qui va dire non, ça ne va pas. Ouais. et c'est quelque chose de beau, mais quelque chose de triste aussi. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe dans cet album, effectivement, a quelque chose d'assez triste. Ça n'a pas dû être la meilleure semaine pour toi, d'ailleurs. Mais, parce qu'il y a deux albums qui ont dû te frapper assez fort. Mais voilà, enfin, là, c'est ça, c'est triste, c'est beau, cette fin. Et c'est fait avec une économie de moyens et d'effets, d'une grande pudeur, vraiment d'un grand talent, quoi. Il y a des pages entières où il y a juste une case. Mais cette case seule, elle suffit à te prendre à la gorge ou à t'émouvoir ou à te faire ressentir un truc que t'as l'impression d'avoir déjà vécu ou que t'as déjà vécu. Parce que, avec beaucoup, voilà, avec une force beaucoup plus évocatrice que si justement on se répandait dans le pathos ou dans un truc beaucoup plus étendu, beaucoup plus fort au niveau de l'image, au niveau du graphisme. Là, en fait, c'est comme on voit tout par le point de vue du personnage principal, et que c'est pas très, ça se lit en une plombe, quoi, au-dedans, en vérité. Hein. C'est pas très bavard, mais il y a une science du rythme, une science de ce héros, voilà, qui en fait est 3 fois rien, quoi. C'est juste un mec normal, un mec lambda, et la façon dont justement McPhail va le dessiner lui, j'imagine que c'est lié à un truc qui est très personnel. On comprend tout à fait le voyage intérieur que lui il va vivre. C'est-à-dire que cette espèce de découverte de l'amour d'un côté, de l'extraversion de l'autre, et en fait de réaliser que chaque personne des connexions. Oui, c'est ça, que chaque personne a une sorte de monde à explorer, d'île fascinante, et que lui jusqu'ici en fait il était dans cette espèce de vitre où il aimait bien être seul parce qu'il ne savait pas en fait comment s'exprimer. Ou cette piscine, enfin cet endroit d'une piscine en fait, ouais, où il se sent gêné s'il y a d'autres gamins qui attendent son tour. Comme une sorte de siphon de se mettre dedans. Et ça justement c'est très très bien fait, c'est assez rare en bande dessinée. Enfin en tout cas dans les sujets que nous on traite, hein, j'imagine que ça arrive plus fréquemment dans les romans graphiques, on va dire un peu plus élevés. Mais voilà, c'est vraiment totalement réussi de ce point de vue-là, l'effet est parfait. Et donc il faut quand même qu'on en parle. L'autre personnage principal de cette BD, c'est la mère du héros, qui commence par un truc très touchant, puisque justement en fait on voit que il est dans son monde intérieur, lui il se parle à lui-même, et en fait ça finit par disparaître au cours de l'album, on n'entend plus sa voix intérieure, et c'est la seule qui entend cette voix intérieure. Et c'est là justement que je crois que Beaujouan avait fait une référence à la série Fleabag, où pareil en fait l'héroïne s'adresse à la caméra en fait pour signifier ses pensées. Et dans la saison 2, il y a le personnage du prêtre qui est le seul à comprendre qu'elle fait ça. Parce qu'en général, c'est un effet de narration, tu vois, c'est comme dans une pièce de théâtre. T'as le personnage, d'un coup, s'adresse au public, et hop, revient dans son action derrière le 4e mur. Et ben en fait, le prêtre comprend ça, et de la même façon, t'as ce moment qui est hyper touchant, où en fait, il se met à penser à ce qu'il aura des gosses, à ce qu'il pourra léguer un truc à des gosses, et en fait, sa mère, juste en le regardant, elle dit, mais oui, tu pourras leur léguer tes carnets de dessin. Comme si elle l'avait entendu penser. Et juste avec cette petite tactique qui est vraiment brillante, on crée un lien ultra fort entre les deux, en comprenant que en fait, bah là, ça a pas dû être un gamin qui était facile à élever parce qu'il est pas expansif du tout, et qu'à côté de ça, bah, elle le comprend tout à fait, et que quelque part, elle a peur de lui dire un truc qui lui arrive, et qui est pas un truc qui est facile à dire. Donc c'est d'un album qui part comme une petite comédie romantique sympatoche sur un loser de plus, qui
voilà, qui a l'impression d'être intelligent parce qu'il a quelques références pop culturelles, en fait, on comprend que ça va être une vraie belle aventure humaine qui marque, quoi. Et qui est vraiment en plus pas dans la caricature, mais dans le côté très trentenaire, plus ou moins bobo. Oui, voilà, c'est ça. Qui va dans les cafés à la mode parce qu'il y a du. Ouais, là, t'as les jeux d'humour sur les cafés sont c'est génial, ouais. C'est incroyable, mais même dans la façon, mais je trouve que justement, t'as vraiment plein de dialogues comme ça ou même sur la position de l'artiste, tu fais ouais, je suis un artiste, clairement elle va me demander qu'est-ce que je fais, si je dessine bien et tout ça, parce que ouais, je suis quelqu'un de grand, en fait. Elle lui dit, et la nana lui dit juste, mais t'es en train de me dessiner, c'est comme si tu me prenais en photo sans me demander mon avis, espèce de gros dégueulasse, machin. Enfin, t'as plein de décalages aussi, c'est très dans l'humour absurde aussi, dans l'autodérision, en fait, aussi. Ouais, bien sûr. Même le côté, je suis un mec woke, je veux pas réduire une femme à son travail, etc., etc. Et en fait, la meuf, elle lui répond, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, ouais. T'es ridicule. Et même et ouais, puis t'as plein d'idées de mise en scène aussi. Franchement, meilleur découpage pour une scène d'amour, en fait, qui est absolument incroyable, qui se transforme, où le lead se transforme en. Ça fait très bref à ce moment-là, je trouve. Un truc, ouais. Mais c'est un effet de mise en scène qui va en fait être fait pour te faire signifier un truc que t'aurais compris autrement, tu vois. Même tout le moment avec le gamin qui est juste génial. Ouais. Où il y a l'espèce de petite patate là qui arrive et ils font un petit rituel et tout, et tu vois, parce qu'en fait chaque monde intérieur du coup est peint différemment avec des couleurs différentes et tout, genre avec le plombier c'est plutôt une scène de nature avec une cascade et tout, c'est pour le coup très très logique, mais c'est compliqué après sans spoiler, mais pour le gamin c'est une espèce de petites patates trop mignonnes qui en fait du coup sont un peu féroces et qui veulent le bouffer, et en fait tu comprends très bien ce qui va arriver, parce qu'en fait il lui a entre guillemets il a pris le cœur, quoi, en fait, parce que c'est trop mignon, c'est trop touchant, et les gamins ils ont besoin de toi, ils ont de l'attention, c'est l'attention, voilà, qui te dévore, c'est ça. Et enfin c'est juste ouais, moi franchement je me suis vraiment régalé, et je pensais pas être séduit par un truc qui avait cette propension au minimalisme dans les décors, et en fait c'est vraiment un monde dans lequel t'as envie de te perdre. Moi limite j'aimerais bien d'autres projets de McPhail en roman graphique justement à l'avenir, parce que ouais il y a un talent qui change, quoi, qui varie un petit peu. C'est un truc qui a cette tronche là, uniquement cette tronche là, et tu retrouveras pas ça ailleurs, avec cette énergie, cette humilité, cette simplicité qui fait tout, quoi. Donc puis effectivement c'est une belle leçon de vie, ça t'incite à prendre contact avec les autres, à réaliser que voilà t'as des proches, peut-être que tu sais pas tout ce que tu voudrais savoir d'eux, etc., et qu'en fait il faut se dépêcher, donc voilà. Yes, donc ça s'appelle Au dedans, donc c'est disponible depuis là, c'est sorti tout récemment quand on vous en parle. Disponible donc chez 404 Comics pour 26,50 €. En fait, j'essaie de parler dessus, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai absolument pas. Donc plutôt que vous le lirez, vous comprendrez. Voilà, plutôt que de vous éviter un moment assez gênant, enfin j'essaie de sur la fin, bon, parce que moi c'est ce que j'avais mis sur les réseaux, en gros, j'ai jamais pris une claque aussi violente d'un point de vue ressenti personnel depuis In Waves de Eiji Dango. Donc si vous voyez de quoi In Waves ça part, je pense qu'on peut un peu vous pouvez un petit peu deviner de ça. Et le truc c'est que bien sûr toutes les expériences sont pas les mêmes et que t'as des choses, mais en fait disons que il y a littéralement en fait mais en fait faudrait en faire une partie spoiler, quoi. Ouais. Ceci étant et donc il y a un passage pour te frapper de toute façon. Ouais, non, mais disons qu'il y a littéralement un passage du bouquin où c'est littéralement ce que j'ai dit au même moment, quoi. Donc c'est vraiment super, à la fois super bizarre, et en même temps du coup là tu peux rien faire, quoi. T'es plaqué au sol et tu te relèves pas, mais effectivement le message est beau quand même, quoi. Il y a une superbe leçon d'humanité, superbe leçon. Lisez-le, comprenez ce qui se passe, et peut-être offrez-le à quelqu'un qui a déjà vécu ça. Ouais, mais j'allais dire avec je sais pas en fait. Je sais pas si t'as forcément, enfin, franchement, j'en sais rien. C'est un côté guérisseur, quand même. La fiction guérit, la fiction répare, la fiction, dans sa beauté, sa simplicité, te rappelle qu'en fait, t'es pas seul à avoir vécu ça, et que, déjà, rien que ça, c'est agréable de le savoir, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, mais par contre, c'est vrai que c'est une expérience pareil que le bouquin en lui-même, en fait, est un vecteur de la connexion qui est le sujet quand même de tout l'album aussi, qui peut te permettre même je pense, de t'ouvrir à quelqu'un, effectivement, et d'aller lui parler de son propre vécu et de ce qu'il est réellement derrière l'apparence en noir et blanc qu'on donne à l'extérieur. Et on l'a pas dit, mais c'est aussi pour être plus superficiel, une très belle édition. C'est vraiment un très beau bouquin qui est pas trop lourd par rapport à ce qu'il a l'air d'être au départ. Enfin, il se manipule très facilement, il est très agréable au toucher.
Et même s'il a l'air super épais, en fait, ça se lit assez rapidement. Oui, ça se lit assez rapidement et de toute façon on y revient après, quoi. Tu vois, je pense que c'est une lecture super couverture aussi. Ouais, non, vraiment du très bon travail et on est gâté en fait en ce début d'année. Je trouve que le back issues l'illustre un petit peu, même s'il y a 2 bouquins qui sont sortis l'année dernière. Mais si tu regardes, ouais, effectivement, que la même semaine t'as Au-dedans qui sort, de la semaine d'avant t'avais le Shaolin Cowboy. Et puis donc en même temps que Au-dedans, bah t'as notre dernière sélection It's Lonely at the Center of the Earth. Tu dis waouh, c'est bon, janvier, t'as déjà des contenders pour le meilleur album de l'année qui sont déjà là, quoi. Tu l'as pas la VF là? Ben non, parce qu'alors on enregistre ce podcast, il y a des couilles et je l'ai pas reçu. Ah merde, donc j'aurais bien aimé voir cette info traduction. Je ne peux pas te la montrer. Très bien. Alors. Parce que tu voulais savoir qui l'a traduit? Non, je voulais voir certains choix de traduction pour certaines répliques. Ah oui, parce qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu un rapport au langage, on va dire, dans It's Lonely. Tu veux que je commence peut-être? Ouais, non, juste te dire que par rapport à la traduction, on en a parlé avec Maxime Ledin sur le podcast, donc. Ok. Je t'invite à l'écouter. Très bien. Du coup, puisque effectivement, il y a eu pas mal de choix qui ont été faits. Alors juste avant, bon, voilà, on va éviter ça, on va éluder le problème tout de suite. Arnaud a travaillé sur l'album, non pas parce qu'Arnaud entretient pas de conflit d'intérêt particulier, mais il était amoureux de l'album avant qu'il sorte en VF et avant qu'il soit même signé en VF. Parce qu'il est amoureux de l'album, il a voulu travailler dessus, voilà, pour éviter toute forme de conneries, machin, etc. Donc il va vous en parler pour commencer. Yes. Parce que c'est plus logique, il a adoré. Et après, moi, j'interviendrai. Oui, et puis plus extérieur. Et puis pour celles et ceux qui qui connaissent le podcast depuis plus longtemps qu'il y a un mois, ça fait depuis littéralement, j'ai fait une interview de Vaisseau Rogood 2 semaines avant la sortie en VO de It's Lonely, parce qu'elle était passée en France pour la sortie de son précédent album, donc Dans les yeux de Billy Scott. On en avait déjà un petit peu parlé de It's Lonely. Moi, j'ai eu de la chance, elle me l'avait apporté avant même que ça sorte dans les comic shops. J'avais pu le lire d'une traite le soir. Alors je voulais le faire surtout pour faire mes devoirs, justement pour pouvoir en parler pour l'interview. Et puis en fait, l'album il me lâche plus depuis littéralement 1 an et demi en fait. Et avant. Tu t'es cherché dedans du coup? Hein? Tu t'es cherché dedans ou... Je me suis cherché dedans. Parce que c'est biographique, il y a des moments où elle parle d'interview et tout. Ah non, non, mais l'album était sorti quand on a fait de l'interview. Attends, c'est pas quand elle avait les cheveux rouges, parce que je me suis posé la question en termes de temporalité. Mais en tout cas, non, mais je veux dire que l'album était déjà imprimé depuis longtemps quand je lui ai fait la première interview. Moi je croyais qu'elle l'avait fait genre pendant la promo de Billy Scott en fait. Non. Ok, moi je sais pas quoi. Non, il s'était vraiment sorti. D'accord, ok. En papier. Très bien. Et donc oui, moi il me reste dans la tête depuis tout ce temps-là. 3 mois après, je me suis fait tatouer un des personnages sur le bras. J'ai la figurine du personnage qui est sur ma table de nuit. Donc en termes d'objectivité, de toute façon, on n'a pas quoi sur ce bouquin. De toute façon, la critique n'est jamais objective. Mais là-dessus, moi, ça fait 1 an et demi que je vous dis, c'est la meilleure BD ever, franchement, et je le pense toujours. Donc alors pourquoi? Alors pourquoi? Donc en fait ça parle, donc c'est Zoé qui se met en scène elle-même en tant qu'artiste de la vingtaine après une rupture amoureuse. Elle va essayer de faire un album pour raconter sa vie en fait, pour se mettre en scène elle-même, et elle va galérer. Il y a aussi le confinement qui lui tombe dessus, puis à la fin du confinement, puis il y a aussi la vie d'artiste, c'est-à-dire les premières séances de dédicaces, les premières rencontre en festival, et il y aura une nouvelle aventure amoureuse, et tout ça va se mêler pour raconter en fait un passage de la vie de Zoé Sorogood, littéralement. Alors artiste que pas grand monde ne connaissait il y a encore 3 ans. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une étoile. J'ai pas une étoile filante, parce que l'étoile filante ça disparaît quoi, mais c'est une fusée quoi, montante. Ouais, une étoile montante, mais c'est vraiment une fusée sinon complètement quoi. Et en racontant ce passage de sa vie, elle va aussi parler de choses beaucoup plus personnelles, sur notamment sur la dépression particulièrement, sur la façon dont elle vit cette affection depuis très tôt, depuis à l'âge de ses 12 ans, le rapport à ses familles, le rapport aussi, ça rejoint un petit peu d'ailleurs des thématiques de Au-dedans, sur la façon dont tu te connectes aux autres, ou même quand on lui dit que ces œuvres justement que plein de gens peuvent s'identifier, alors qu'elle justement elle arrive pas à s'identifier, elle arrive pas à concevoir en fait c'est quoi vraiment l'identification aux autres par les œuvres culturelles. Et c'est vraiment une forme d'introspection, de voir en fait pourquoi ça va pas alors que des choses lui sourient, de pourquoi en fait on arrive parfois à te vouloir du mal ou à te détester, de mettre ça en scène, de voir aussi le rapport même héréditaire peut-être de ce genre de troubles mentaux, et donc
sur la base d'une situation très personnelle, elle arrive à faire quelque chose qui déjà arrive à résonner dans beaucoup de personnes. Alors forcément, si tu as vécu ne serait-ce qu'une seule fois une forme de dépression, je pense que ça te parlera plus, mais je pense que ça va au-delà, que l'expérience dont elle est témoin va largement au-delà du simple fait d'avoir eu un passage à vide, puisque on parle de rapports affectifs dans la famille, on parle de bande dessinée, même pour les fans de bande dessinée, ça c'est... Il y a un Kieron Gillen qui est dessiné en oiseau dedans. Ouais, c'est ça, il y a plein de choses pour qui a déjà fréquenté des festivals ou qui s'intéresse un petit peu au métier d'artiste. Il y a plein de choses en fait là-dessus qui sont un petit peu des scénettes assez drôles là-dessus. Et puis voilà, c'est croqué avec tellement, même Zoé elle-même se dessine de 4 façons différentes en fonction des situations, et tous les personnages qui sont environnants en fait sont pas des êtres humains forcément, ils ont des têtes d'oiseaux, des têtes de chats, la plupart en fait sont des animaux. Voilà, des têtes de grenouilles. Donc en fait ça permet de mettre la distance avec des personnes réelles qui sont pourtant évoquées, et vraiment de montrer justement le psychologue que t'allais voir quand t'étais petit et qui calquait pas ce que tu lui racontais. Je veux dire, beaucoup de gens l'ont eu, tu vois. Quelle qu'ait été la situation dans laquelle on évolue, le gars avec qui t'as une relation amoureuse, ou la meuf avec qui ça se passe pas bien, ou qui a des bails avec ses ex, machin, tu vois, il y a plein de situations dans lesquelles tu peux te retrouver aussi par cette métaphore qui est utilisée. Et donc avec pareil une envie de vivre en fait, simplement avec les différentes réflexions qu'elle a. En fait, c'est vraiment un bouquin aussi qui te fait te remettre en question, mais qui te parle aussi à tes propres expériences personnelles pour t'inciter en fait à aller de l'avant. Je trouve c'est drôle aussi parce qu'elle a un humour pince sans rire qui est absolument génial en VO. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner la traduction de Maxime qui s'est défoncé complètement dessus. On le disait dans le podcast déjà, hein. Mais pour moi, c'était aussi une super expérience de suivre là-dessus. Ça a été et c'était pas difficile, et pas facile. Pardon. Je pense que j'aurais été, je le dis, hein, moi, je m'étais proposé aussi pour la faire. Parce que je voulais effectivement bosser sur ce bouquin, s'il arrive en VF. Je pense en fait, j'aurais été incapable de faire le taf qu'a fait Maxime là-dessus. Donc, heureusement que c'est lui qui l'a fait au final. Et puis surtout que graphiquement, c'est incroyable, en fait. Je trouve que il y a une nouvelle idée de mise en scène, de narration à chaque page. En gros, c'est un travail. C'est pour ça que même si le fond ne nous parle pas, sur la forme, je trouve que tout fan de BD devrait y jeter un œil, parce que vraiment, il y a une idée de mise en scène à chaque fois. Il y a la façon dont elle se parle à elle-même, dont elle parle au lecteur à la fois. Donc elle fait son introspection et elle le montre au public, où elle se met en scène, où vraiment la page de bande dessinée est littéralement une scène de théâtre. Et la façon dont même elle met en scène, la façon dont elle galère à faire cette BD tout en la faisant, je trouve que t'as ou parfois c'est un peu le même, t'aurais un montage qui pourrait évoquer un peu le cinéma, mais la façon, tu sais, il y a quand même un moment clé où en gros le bouquin redémarre, on va dire. Et ça, je trouve ça hallucinant. Surtout quand on se rappelle qu'elle a fait ça, elle devait avoir la vingtaine et quelques, quoi. Je trouve que vraiment avoir autant de talent dès le départ, limite, elle s'est mis une balle dans le pied en commençant si fort, dès son deuxième album, en faisant un truc qui est tellement fort à tout point de vue, je trouve, dans ce que ça raconte, dans la façon dont c'est raconté, que vraiment, je me dis, ouais, mais comment tu feras pour topper ça quand tu sors déjà, en fait, ton magnum opus à 20 piges. Alors, heureusement, là, on a pu lire depuis, notamment son hack and slash qu'elle écrit, qu'elle dessine, qui est génial aussi, qui montre que vraiment... Qui est référencé dans l'album, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, qui est... comment dire, qui montre en fait qu'elle arrive aussi à s'emparer des univers des autres, et qu'elle arrive à faire des trucs ultra fun, et qui raconte quand même quelque chose, même quand c'est dans un registre beaucoup plus horreur sexy. D'ailleurs, il y a aussi tout l'imaginaire en fait qui est percevable dans It's Lonely, qui est génial. Enfin, la représentation de Happy, donc qui est donc l'incarnation de sa dépression, que moi je trouve qui me hante, hein, littéralement. Enfin, c'est pas pour rien si je me suis fait tatouer 2 mois après, quoi. Mais vraiment, il y a plein de choses, moi, qui vivent dans ma tête avec cette BD depuis 1 an et demi, et c'est pour ça que je force dessus à chaque fois. Et pareil, hein, tu vois, c'est comme, moi, mes forcings, je les assume, tu vois. Je pense que Ultra Mega, c'est ultra bien, toujours, tu vois, je le pense toujours, et on pourra me dire, oui, mais il y a tel ou tel défaut, je les entends, et que ça plaira pas à tout le monde, je peux l'entendre aussi, tu vois. Pour moi, Ultra Mega, c'est incroyable. Et pour moi, It's Lonely, c'est vraiment incroyable aussi. C'est une BD qu'il faut mettre dans toutes les mains. Et le seul truc effectivement que je regrette, et on l'a discuté aussi dans le podcast avec Sullivan Shy Comics, c'est son prix de vente, effectivement, qui à mon sens aurait dû être 3 € de moins minimum. Ouais, ça lui aurait fait plaisir, voilà. Ça fait du bien, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais en même temps, comme le dit, je suis d'accord que à 3 € près, il faut pas passer à côté d'un tel chef-d'œuvre, et je pense que ça les mérite, donc autant se réserver, se mettre une bière de côté et se la faire en février pour se prendre. Tu sais, même c'est 3 bières à Paris, en vrai. Ouais, non, c'est pour ça. Non, mais tu vois, mais mettre de côté sur une dépense peut-être plus futile, je sais pas, ou un truc. Forcément, on va pas se priver de manger, par contre, parce que c'est important. Mais voilà, je pense que ouais. Voilà, c'est un album qui le mérite, et sinon, faites du forcing auprès de votre bibliothèque pour qu'ils le prennent, parce que vraiment, c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre, quoi. Là-dessus, moi,
c'est 5 étoiles, machin, je le dirai jusqu'à ma mort. On veut bien une critique papier aussi, mon petit Kikou. Bah oui, mais c'est toujours le problème de oui, mais t'as donc. Mais non, mais faut arrêter les conneries. Ça, s'il y a des gens de la communauté des haters qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui écoutent First Print pour nous détester, c'est normal, c'est comme ça, c'est la rançon du chuclet. Voilà, c'est Arnaud est un amoureux de bande dessinée, c'est pour ça qu'il veut travailler sur les albums qu'il aime bien. Voilà, c'est un rêve de bande dessinée d'accompagner les albums. Oui, et puis de façon pragmatique, le taf que j'ai, c'est vrai que je l'ai toujours pas eu en place, mais en gros ce que j'ai fait, c'est assistant édito, donc j'ai surtout coordonné en fait le lettrage avec la traduction, enfin s'assurer que tout soit bien en fait, d'avoir un fichier imprimé, et surtout j'ai eu le plaisir, et là c'était vraiment un vrai truc qui me tenait à cœur, de pouvoir monter un petit cahier de bonus à la fin qui est une exclusivité pour l'édition française et qui intègre notamment des dessins d'un bouquin que Zoé a auto-édité qui s'appelle Brainworms. En fait c'est des petits croquis vraiment minimalistes, très avec un humour très pareil, très punchy, très noir. Et en fait, c'est un truc qu'elle a auto-édité, qu'elle propose que en convention. Donc, en gros, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qui existent. Et donc, vraiment, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, en fait, inclure quelques-uns de ces dessins quand même en VF pour faire découvrir aussi cet autre aspect, de l'autrice. Il y a quelques petites illustrations en plus de bonus et tout ça, quoi. Et ça, c'était vraiment une exclusivité. Ça me tenait à cœur d'avoir vraiment un truc en plus, là-dedans, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette mission, elle est en facture. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de truc. Donc, en fait, le bouquin, il touche pas d'argent sur les ventes. Bah non, voilà. Comme sur les trois, enfin, j'allais dire, sauf quand je traduis, mais quand je traduis, c'est 0,5%, et vu que c'est des bouquins indés qui, je rembourse jamais. Pour l'instant, j'ai toujours pas remboursé. On parle de Billionaire Island ou de Billionaire Island, de Love Everlasting, de Big Girls et de Colder. C'est des trucs sur lesquels je ne touche rien. Enfin, je ne rembourserai jamais mon avance dessus. Donc, en fait, littéralement, moi, je veux que ça se vende parce que je veux que les gens, ils lisent ces BD. En fait, je veux qu'ils les découvrent parce que je trouve que ce sont des bonnes BD. Oui, mais après, je comprends très bien ton envie de ne pas prêter le flanc à la critique, mais, enfin, à un moment donné, les critiques, ils vont critiquer de toute façon, et puis, enfin, la probité, de toute façon, on n'a pas, enfin, bref. Peu importe. Moi, par contre, du coup, toi, forcément, t'as pas le même vécu que moi. Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que, tu vois, comme tu viens de dire, comment est-ce qu'elle pourrait topper cet album-là, bah, moi, je pense pas que je pourrais topper ton commentaire dessus. Pour des raisons personnelles, c'est déjà, moi, je suis pas frappé de dépression clinique. Je n'arrive pas forcément à me retrouver dans certaines choses qui sont dites dans cet album. Ceci étant, je reconnais effectivement la performance artistique qui est qui est très généreuse, qui est très folle, qui est très punk, là encore, et qui ressemble à pas grand chose de c'est vrai qu'on a une sélection assez unique de ce point de vue-là, pour ce Backy Chose, qui ressemble à pas grand chose de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Enfin, encore que je suis pas un gros client des romans graphiques, autobiographiques, en tout cas pas dans ce format-là. Mais si vous aimez justement ces espèces de plongées dans la vie un peu compliquée, parfois un peu d'où ça mère justement des artistes torturés, ou simplement en fait des gens de 20 ans qui doivent se positionner par rapport à ce genre de problème, effectivement, il y a plein de trucs qui sont très intéressants dedans. J'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup le choix justement d'avoir fait cette espèce de monde à la BoJack Horseman ou à la Toucan Bertie avec que des animaux partout, ses meilleurs potes qui une poulette trop mignonne par exemple. J'ai toujours pas vu BoJack Horseman, donc j'ai même pas ce genre de référent, quoi. Sérieux, putain, ça pourrait te parler, je pense. Oui, j'imagine. Mais ouais, non, c'est pareil, le rapport au monde de la BD, quand elle t'explique qu'elle est en train de travailler sur Rain, qu'elle est en train qu'elle doit booker une convention pour les États-Unis, que le Covid se met en travers de la route, la variété graphique de Sorogood qui va te faire des petits Mickey, on va dire, juxtaposés à un travail d'expression des corps et des visages qui est beaucoup plus ciselé, beaucoup plus travaillé. Le refus qu'elle a justement de se mettre en scène de manière réaliste dans les scènes où elle a pas envie d'être elle-même. Parce qu'en fait, elle va choisir de se représenter telle qu'elle se ressemble vraiment dans les scènes les plus intimes. Et le reste des scènes, quand elle est en société, par exemple, et qu'elle ne sait pas comment interagir avec les autres, elle se met une sorte de gueule à la Saitama de One Punch Man, parce que en fait, c'est comme ça qu'elle ressent ses interactions sociales, par exemple. De la même manière qu'elle a un peu pareil à la Fleabag ou autre, à la Deadpool, j'en sais rien. Elle a des voix dans la tête qu'elle va incarner ces différentes personnalités qu'elle va incarner par différents personnages qui vont être dessinés dans des styles différents. Le rapport aussi à son espèce d'aile enfant, tu vois, qui est très touchant. La mise en abîme de ce qu'elle est, il y a de la photographie dans cet album, justement, où on voit la vraie Zoé Thorogood, telle qu'elle est, entre guillemets, pour bien te rappeler justement que c'est vraiment un rapport à la réalité et tout. Le choix de la narration qui va passer parfois par des pages de texto, on va dire, plutôt que de passer par des cases de dessin. Il y a beaucoup d'idées graphiques, ce qui fait qu'effectivement vous pouvez aborder ça autrement comme un truc très personnel, mais aussi comme une expérience sur le dessin et la narration. Plein de trucs qui vont vous parler si pareil vous êtes un peu timide, un peu introverti, si vous avez déjà eu des problèmes de déprime ou des épisodes dépressifs dans votre vie.
Mais voilà, après moi le problème c'est que si je peux me permettre de formuler une micro-critique, à force de tordre le cou à tes codes, tu finis en fait par juste contourner un problème. Et quand justement elle dit ouais mais je fais un roman graphique, c'est masturbatoire, et là je me répète, et là je vous ai déjà dit ça, et là vous voyez bien que je m'apitoie sur mon sort, c'est bien de le dire, mais pour moi en fait si tu veux ça alourdit un truc qui aurait pu être scrappé, tu vois, qui aurait pu en fait dire non mais assume, t'as fait une belle histoire, elle est bien, elle est agréable, t'es pas obligé en fait de prendre l'éloquence et de lui tordre le cou entre guillemets, tu vois. Parce qu'elle a quand même toujours pas confiance en elle, hein. Bah oui je sais, mais du coup voilà, c'est des trucs qui pas alourdissent mais qui en fait freine, tu sais, un peu comme dans un Marvel Studio où t'as une belle scène, d'un coup t'as une vanne qui arrive juste derrière, tu vois. T'as envie de dire non putain vous avez fait un bon truc là, pourquoi vous faites chier? Et après ça n'empêche pas que j'ai bien aimé. Ça m'a posé des questions même sur mon rapport à l'empathie justement parce que c'est vrai que pareil je n'arrive pas à comprendre moi les personnes qui sont atteintes de dépression clinique. Enfin je sais pas comment interagir avec elles. Moi personnellement je suis complexe du Messie, je préfère essayer d'aider les gens ou de solutionner les problèmes plutôt que d'être juste dans l'écoute passive ou de trouver un truc qui va réussir à résoudre ce problème là. Je sais par exemple que ma copine a beaucoup plus aimé l'album que moi parce que ça lui parle mécaniquement et ça illustre des trucs que dans notre relation j'arrive pas à expliquer, tu vois. Donc c'est un truc qui marque en tout cas, qu'on soit proche ou loin de ce sujet. Et c'est bien, enfin c'est bien foutu quoi. Mais encore une fois je me sens pas légitime pour en parler en fait, parce que pour moi c'est juste c'est une BD, c'est une très bonne BD mais c'est une BD. Et il y a des gens pour qui ce sera plus qu'une BD. Pour moi, ça a le potentiel d'être un truc transcendantal, comme a pu l'être par exemple Layla Starr. Pour moi, je veux dire, Layla Starr, tu vois, moi j'ai des grosses angoisses morbides, et c'est une BD qui m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, c'est une BD qui alors que moi, tu vois, Layla Starr, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas le même rapport du tout. Layla Starr m'a ouvert un chakra en mode genre, en fait, peut-être que c'est pas, tu vois, c'est pas grave s'il y a rien après, c'est la vie, c'est comme ça, et arrête de penser à la mort, et nanana, tu vois. Et quelque part, voilà, c'est pour ça que j'aurais pas envie, si tu veux, moi, de te laisser parler de Layla Starr, si tu me disais juste, ouais, c'est bien dessiné, etc., tu vois. Donc, c'est pour ça que là, quelque part, j'arrive un petit peu au bout de ma phrase. Je pense que vous pouvez faire confiance à Arnaud là-dessus. Ou en tout cas, aux gens qui ont cette expérience-là là-dessus. C'est une nana qui, de toute façon, a déjà reçu un Eisner Award aux États-Unis. Non, alors, elle a reçu le prix Man Russ, là, c'est le prix du meilleur talent en devenir, mais elle a été nommée 5 fois aux Eisner. Elle est pas repartie avec, mais elle a été nommée 5 fois aux Eisner à donc 23 ans. Autant pour moi. Mais donc voilà, enfin, c'est quelque part une nana qui va compter d'une manière ou d'une autre, peut-être plus pour ses productions indé que pour, en autobiographie ou je sais pas comment dire, que pour ses créations à la commande comme Hack and Slash ou Rain. Mais voilà. Rain, le truc c'est que Rain, elle faisait que dessiner, et vraiment tu sens la différence sur Hack and Slash vu qu'elle écrit aussi. Tu ressens que c'est elle aussi, c'est le même type d'humour un peu. C'est très drôle. Tellement référencé, c'est généreux aussi, c'est gore, c'est sexy, c'est machin. Enfin, ouais, tu sens vraiment que c'est elle qui mène la barque, vraiment, tu vois. Beaucoup de références aux jeux vidéo, manga et tout. Enfin, il y a pas mal de très bons éléments. Et en plus, maintenant, j'aimerais bien lire une critique papier d'Arnaud Kikou sur ce sujet. Compliqué. Peut-être après le FIBD, puisque du coup, à l'heure où on enregistre ce podcast, dans 24 heures, je serai sur place et ça va être plus compliqué de faire une critique pendant ce temps-là. Mais en tout cas, on espère que ce numéro des Back Issues, ça vous a plu. Donc, It's Lonely at the Center of the Earth 2795, donc chez iComics. On espère donc que cette émission, je disais, vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part si vous avez déjà lu l'un de ces bouquins aussi. Nos longs dialogues dessus vous ont motivé à lire l'un ou l'autre. Et en tout cas, si vous appréciez ces podcasts, on vous rappelle que pour les soutenir, il n'y a pas 12 000 façons non plus. Vous pouvez les partager sur vos réseaux sociaux. Parlez-en aux libraires aussi, à vos libraires, si jamais ils connaissent pas ces titres-là, que vous voulez leur dire, ah mais regardez, ils sont de bons conseils peut-être, je sais pas. Merci d'ailleurs aux libraires qui écoutent ces podcasts et qui suivent nos recommandations et qui les mettent en avant dans leurs anciennes. Ça fait toujours super plaisir de vous voir faire ça. Et puis on a également un Tipeee sur lequel vous pouvez contribuer. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!